Mesdames, Messieurs, bonjour pour cet avant-dernier débat de la SITL. Nous sommes le 21 mars, vous êtes sans doute pressés de regagner vos pénates dans une ville, Paris, qui est confirmée en zone à faible émission, mais vous n'êtes pas concernés si vous prenez le RER, lequel marche tellement mal que ça nous incite tous à revenir vers la voiture. Et donc, on en revient à la première proposition, nous sommes concernés par la ZFE. C'était juste ma petite incise pour remercier chaleureusement la SNCF et la RATP pour la qualité de son service. Hier, j'ai mis 2h15 pour venir au lieu d'1h10, c'est dit. Je m'appelle donc Frédéric Denré, je suis journaliste chroniqueur au magazine Marianne, dont voici la nouvelle formule qui vient de sortir aujourd'hui. Je vous la conseille évidemment, c'est encore mieux qu'avant, et non pas que c'est encore mieux que d'habitude. Je suis un habitué de ce salon et j'anime, j'accompagne tous les débats vers ZFE. Vous connaissez cet acronyme, zone à faible émission. Un terme compliqué que beaucoup font mine de découvrir après l'avoir mis sous le tapis. Or, la ZFE est là. Elle concerne 6 millions de véhicules utilitaires légers, 522 000 camions. 47% de ces camions sont en critère 2. 52% des véhicules utilitaires légers sont aussi en critère 2, d'après TLF. Moi, je lis les bons rapports. ZFE qui font l'objet d'une certaine actualité. Il y a 2 jours, réunion au ministère de l'écologie, et sur les 5 agglomérations qui devaient être certifiées ZFE comme il faut, il y en a 3 qui ont été retirées. Paraît-il que la qualité de l'air s'est améliorée. Encore faut-il savoir ce qu'on mesure dans la qualité de l'air, mais ça c'est autre chose. Et donc il n'y a plus que Lyon et Paris. Pour en parler aujourd'hui avec nous, nous avons donc, je vais essayer d'aller de la droite vers la gauche, de ma gauche vers, je ne veux pas dire mon extrême gauche, de la gauche vers la très très gauche, Xavier Valère de la DGITM, donc du ministère, Olivier Poncelet de TLF, Pierre Lefebvre de Pomona. Tout le monde a déjà vu une fois dans sa vie un camion Pomona, en tout cas en banlieue parisienne. Où est-ce que vous êtes? Et Jean-André Lasserre d'Interlude Plus. Monsieur Valère, en quelques mots, ZFE, redites-nous ce que c'est réglementairement et concrètement. Alors, une zone à faible émission, c'est une zone dans laquelle on régule les accès des véhicules, et ça a été rendu obligatoire par la loi d'orientation des mobilités du 26 décembre 2019, qui rend obligatoire l'instauration d'une ZFE dans les territoires qui ne respectent pas certaines normes de qualité de l'air, et qui permet à toute agglomération qui le souhaite d'en instaurer une volontairement. Et puis vous avez la loi Climat et Résilience du 22 août 2021 qui a fixé un calendrier de restriction pour les véhicules particuliers. Donc pas pour les poids lourds, mais pour les véhicules particuliers, avec des dates butoirs suivant le niveau de vignette critère que vous avez. Et voilà. Et donc la loi Climat et Résilience a également prévu la création des ZFEM dans les agglomérations de plus de 150 000 habitants. Il y en a 42 en France, voilà, susceptibles d'être touchés par l'application de cette loi. Exactement. Est-ce qu'il y a une différence entre une ZFE particulier, comme vous et moi, et une ZFE mobilité et une ZFE logistique? Alors la loi, elle ne le dit pas, mais plus on travaille ensemble et plus on s'aperçoit que ça n'a rien à voir. En fait, quand vous fabriquez une ZFE pour les particuliers, la question que vous vous posez, c'est à partir de quelle date certains véhicules vont être interdits. Et donc du coup, se pose une question du celui qui a les moyens de se payer un SUV électrique, ça va bien, il l'aura acheté avant la date fatidique, mais celui qui a un véhicule diesel thermique qui vient que de temps en temps, comment on fait pour avancer? Et donc en fait, ce qu'on fait pour le particulier, c'est ce que j'appelle moi une politique de la voiture balai, c'est-à-dire que vous accompagnez celui qui a le plus de difficultés à rentrer dans cette norme de qualité de l'air. Et donc, à la limite, si vous voyez que vous avez un parc de diesel qui ne se résorbe pas, vous avez des problèmes de pouvoir d'achat, vous pouvez être tenté, pour des raisons d'acceptabilité, puis parce qu'on ne sait pas faire autrement, finalement, de reculer la date. Et ça se comprend bien, quoi, de le faire. Pour les marchandises, ça ne marche pas du tout pareil. C'est-à-dire que quand vous êtes un professionnel, que vous investissez dans un véhicule électrique, qui vous coûte à l'usage 3 fois plus cher qu'un véhicule thermique, déjà, le jour où vous devez le changer, ce n'est pas forcément le jour de la date fatidique de la ZFE, ça peut être 3 ans avant.
Et 3 ans avant, vous allez vous retrouver en concurrence avec quelqu'un qui vend avec un diesel bien amorti le même kilo de farine. Donc votre kilo de farine, 3 fois plus cher que celui du concurrent. Enfin, quand vous achetez votre kilo de farine, vous en fichez de savoir, vous voulez le kilo de farine, vous ne payez pas du kilo de farine électrique ou du kilo de farine diesel. Vous voyez, donc il n'y a pas de faculté du marché à le valoriser. Et donc ça veut dire que quand on fait une ZFE pour les marchandises, quand on fixe une date, il faut s'y tenir, parce qu'il y a des gens qui vont investir, et ces gens-là, on leur doit la promesse que oui, promis, tout le monde va être contrôlé à partir de cette date, et celui qui va ailleurs, il se fera pénaliser, parce qu'il y a une différence de coût. Et puis la deuxième chose que nous disaient les professionnels, c'est viser juste. Parce que si vous mettez la date trop tôt et que le véhicule n'existe pas, c'est pas possible de le faire. Et la troisième chose qui est importante de comprendre, c'est que la collectivité, c'est elle qui doit fabriquer les conditions dans lesquelles c'est plus économique de faire écologique, parce que le marché, lui, ne va pas le valoriser. Ça veut dire que ce qu'on est en train d'apprendre dans nos travaux collectifs, c'est de se dire, finalement, un service d'accès, vous avez un camion électrique, on peut peut-être étendre les heures de livraison. Finalement, s'il n'y a pas de compresseur, il fait un peu moins de bruit, donc on peut peut-être livrer la nuit. Il y a peut-être des zones piétonnes dans lesquelles on peut leur donner un accès plus important qu'à d'autres. Vous voyez, c'est toutes ces facilités qui vont faire que finalement, vous allez donner un avantage commercial à quelque chose qui est plus coûteux aujourd'hui parce qu'on est en train d'amorcer. Et donc, ZFE marchandises, c'est quelque chose sur lequel on a besoin de s'entendre sur des règles et de fabriquer des conditions du marché qui permettent de contrecarrer le fait que le marché ne va pas tout seul valoriser les choses. Donc, il y a vraiment deux ZFE. Une ZFE pour les personnes, une ZFE pour les marchandises. Et ce qu'on est en train de faire, c'est d'inventer les règles du jeu des ZFE pour les marchandises. Mais des règles du jeu, Monsieur Poncelet, qui semblent différentes d'une ville à l'autre. Hein. Et dans les 10 propositions que vous avez publiées suite à l'abécédaire que j'ai lu, vous avez 2 mesures d'urgence, et notamment une, c'est un comité de coordination nationale, parce que manifestement, personne ne s'y retrouve. D'une ville à l'autre, ça change, et dans l'espace, et dans le temps. Oui, tout à fait. Merci pour votre question. L'Union TLF, on rassemble 2000 entreprises de transport et de logistique. Et donc, par nature, les transporteurs se déplacent dans les différents territoires. Donc, quand on a fait le travail de recensement avec l'équipe de l'Union TLF et les adhérents dès 2021 de cartographie des ZFE qui étaient en cours de déploiement, on s'est rendu compte que chaque ZFE avait ses propres modalités de déploiement, ses propres dérogations, et au total, on a recensé 250 dérogations différentes. Et donc, pour un transporteur, de manière très opérationnelle, c'est illisible et ça pose des problématiques opérationnelles. C'est la raison pour laquelle on a fait cette demande. Pour un transporteur qui va d'une ville à l'autre. Si c'est local, lui, il est confronté qu'à une seule type de dérogation. Tout à fait. D'où la nécessité d'avoir ce comité de coordination. Et le ministre Christophe Béchu a pris cette proposition au rebond, si j'ose dire, au mot, puisqu'il a lancé un comité qualité de l'air à partir de fin 2022. Et nous avons été associés à ce comité. Il y a eu un certain nombre de réunions sous l'égide de la DGITM, en lien avec les collectivités locales. France Urbaine s'est beaucoup impliquée aussi sur ces sujets-là. Donc France Urbaine, ça représente les métropoles qui sont concernées par les ZFE. Et on a travaillé ensemble déjà un certain nombre de constats. Les constats que vous avez évoqués en termes de chiffres, c'est-à-dire quelles sont les réalités des transporteurs en termes de production industrielle de véhicules, en termes de taux de renouvellement des flottes, c'est-à-dire quelque chose qu'on oublie parfois, et Pomona pourra tout à fait, le représentant de Pomona pourra témoigner, c'est qu'on a des taux de renouvellement qui ne sont pas forcément les mêmes quand vous êtes en compte pour autrui ou quand vous êtes en compte propre. Or, 50% des flottes est en compte propre, 50% est en compte d'autrui. Donc, est-ce que vous adressez le même problématique quand vous parlez des plombiers avec sa camionnette que d'un transporteur professionnel? Et donc, vous avez une grande diversité finalement de véhicules de transport de marchandises qui rentrent dans les villes. Et il faut qu'on réussisse à trouver des voies qui puissent permettre de fonctionner de manière la plus rationnelle possible et pragmatique, puisqu'on est tous engagés dans cette transition. Il faut simplement avoir des règles qui soient le plus lisibles et claires possible. Bon, c'est toujours une controverse pour vous, les ZFE, c'est toujours un emmerdement ou on y arrive? Alors, on a l'impression, grâce à ce travail collectif, d'une forme de prise de conscience de la part des collectivités locales, des décideurs publics. Il serait temps, hein, la loi c'était il y a 5 ans, 6 ans même. La loi était 2019 puis 2021 qui a commencé à mettre les choses en place. Donc, ce qu'on commence à voir se dessiner, c'est que
les métropoles qui avaient des calendriers qui prévoyaient la fin totale du diesel, c'est-à-dire la suppression, y compris des critères 2. Ces métropoles-là commencent effectivement à avoir décalé leur calendrier. Il reste Grenoble qui le prévoit encore en 2025, mais on a quand même bon espoir que cela change rapidement. Et du coup, on est plutôt dans des ordres d'horizon type 2030. Lyon, c'est 2028. Voilà. Donc là, ça nous semble déjà plus réaliste. Ça, c'est le premier point. Et les élus locaux des villes que vous citez vous écoutent? Ils vous reçoivent, ils vous écoutent? Avec plus ou moins de rapidité, plus ou moins d'ouverture, mais globalement, et grâce au travail qu'on a mis ensemble avec France Urbaine, on a quand même une écoute. Interlude fait aussi le travail de relation. Et donc, maintenant, oui, voilà, on est arrivé à ce niveau de dialogue-là. Après, il y a la question de l'harmonisation des règles, qui est le deuxième sujet, au-delà des calendriers. Et donc là, il y a un travail qui a été mené en lien avec le CEREMA, la DGEC, l'ensemble des acteurs, pour essayer d'établir une sorte de socle commun de réglementation et notamment de dérogation, y compris dans la rédaction concrète des textes réglementaires qui pourraient s'appliquer de manière à ce que les transporteurs y voient beaucoup plus clair. Et ça a été dévoilé il y a 2 jours. Je laisserai peut-être Jean-André ou Xavier Yves le présenter. Ça a été présenté il y a 2 jours au ministère par Christophe Béchu. Ok. Dans le rapport Zut France, vous l'avez cité? C'est France Urbaine, voilà, oui. Pardon. Voilà. Celui de Jean-Luc Moudin, qui est aussi un appel à réformer le régime des aides, à les doubler et à créer un guichet unique pour essayer d'y comprendre quelque chose et de faciliter la vie de tout le monde. Monsieur Lasserre, tout ça s'insère dans, enfin, n'est pas contradictoire avec Interlude. Interlude, c'est la mise en place de chartes logistiques en lien avec les C2E, les certificats d'économie d'énergie. Expliquez-nous tout ça. Alors, les certificats d'économie d'énergie, c'est le financement. C'est le financement, voilà. Mais le programme Interlude, puis aujourd'hui Interlude Plus. Plus, c'est le déploiement de chartes logistiques urbaines durables dans des métropoles, communautés d'agglomération, communautés urbaines. Et donc vous voyez bien le lien qui s'installe entre une approche systémique de la logistique urbaine avec tous les acteurs et pas en silo, une façon de l'appréhender dans la collectivité où l'on retrouve tous les services qui vont être d'une manière ou d'une autre impactés par la mise en place de cette logistique urbaine durable, et dans les territoires qui ont mis en place des ZFE ou qui doivent en mettre, ce que nous avons poussé et ce qui se passe, et c'est le meilleur des scénarios, inscrire la mise en place de ces ZFE dans cette approche systémique de la logistique urbaine, et de le faire dans le cadre, puisque c'est l'essence même du programme Interlude et Interlude Plus, dans le cadre d'une collaboration effective entre la collectivité et les acteurs économiques, ce qui permet de faire du sur-mesure. Et c'est ainsi qu'on construit des gouvernances dédiées. On parle d'une ZFE marchandise. Pour qu'il y ait une ZFE marchandise, il y a des conditions à remplir, parmi lesquelles une gouvernance, la prise en compte de tous les cas d'usage, de toutes les formes de logistique, parce que sinon, on finit par des entrées simplificatrices. Et puis, troisièmement, ensuite, on aborde des autres questions, c'est-à-dire la question des aides. Vous parliez d'une très grande hétérogénéité. Eh bien, on est en train de développer des outils. Vous avez un site qui s'appelle d'ailleurs ZFE Green, où désormais, il va y avoir un module sur toutes les aides, site qui permet aussi d'ailleurs de recenser les dérogations, les 250, je rappelle que c'est un rapport de 1 à 20. Donc si on va jusqu'à 44, ça veut dire qu'on arriverait quasiment à 500 dérogations. Donc il faut effectivement très vite harmoniser, surtout que ce sont plutôt des problèmes de forme. Et puis troisièmement, je reviens sur l'autre élément, c'est effectivement travailler sur les infrastructures d'avitaillement, ravitaillement. Tant qu'il n'y a pas une infrastructure qui est là pour pouvoir accompagner ce changement, eh bien les aides, les bonnes aides au bon endroit, qui se conjuguent bien, parce qu'il y a des aides nationales, il y a des aides régionales, il y a des aides locales, une infrastructure digne de ce nom, troisièmement une gouvernance, et puis des transitions pointues, parce qu'il y a des types de trafic, il y a des types de véhicules qui sont soumis à des contraintes un peu différentes, et puis avec des offres technologiques, des offres techniques qui obéissent à des calendriers qui ne sont pas convergents. C'est ainsi que les choses peuvent aller dans le bon sens, et quelque part l'idée de cet horizon de 2030, c'est avec toute cette démarche, tout ce travail de concertation qui a été mis en place, eh bien, et grâce à cette culture qui est en train de s'installer dans les territoires ou les collectivités, parce que c'est intéressant de voir un chargé de mission logistique ou un élu, quand il entend les professionnels, lui expliquer comment se passent concrètement les livraisons. Mais ça n'est possible que dans les communes qui ont élaboré une charte logistique, sinon oui. La culture de la logistique n'existe pas. Il y en a déjà 40, il y en aura 20 de plus, 20 qui sont ZFE,
et nous devons incorporer toutes les autres qui doivent mettre en place des ZFE. Donc on est en train de, ensemble, parce que toutes ces entreprises sont présentes dans les territoires via leur fédération, ou les adhérents de fédérations sont dans les territoires, et c'est comme ça que se construit ce contexte favorable pour que 2030 soit le bon horizon pour atteindre un bon objectif qui correspond à la réalité de chacun. C'est ça l'enjeu, et je pense que le pari vaut la chandelle, me semble-t-il. Monsieur Valère, il faut les deux, il faut une charte logistique et une ZFE. L'un ne va pas sans l'autre, et la ZFE d'autant mieux acceptée qu'on a fait une charte logistique avant. On ne peut pas réussir l'acceptabilité d'une décision sans en parler aux citoyens. Quand on est dans une régulation des transports, vous n'avez pas l'habitude d'avoir un citoyen devant vous. Vous avez des acteurs économiques ils sont pluriels. Et ceux qui agissent sur la logistique dans une agglo, ça va être des commerçants qui commandent, de la grande distribution, des travaux publics, les déchets. Enfin, c'est très pluriel. Une ville, c'est compliqué. Et puis, quand vous avez des élus sur un territoire, vous avez à l'échelle de la métropole des gens qui réfléchissent au plan de transport, surtout voyageurs, marchandises un peu moins. Vous avez un maire qui peut agir sur la voirie, un autre sur les commerces, un autre... Et bref, c'est compliqué de faire une ZFE quand les gens qui transportent des marchandises dans une ville ne savent pas parler à la collectivité de manière agrégée, et quand les collectivités attrapent la logistique par plein de bouts différents. Et du coup, c'est ça que la charte, elle fait. Elle réunit tout ce monde-là, elle leur permet de poser un diagnostic et un plan d'action. Donc les villes comme Toulouse, Strasbourg ont été précurseurs sur les chartes logistiques et finalement ont pu s'adapter un peu mieux à l'arrivée des ZFE. Monsieur Lefebvre, Pomona, 2350 camions. Vous vivez comment, vous, l'entrée dans les zones à faible émission, dont Paris, dont Lyon, qui sont les plus strictes, si j'ose dire? C'est assez compliqué, on va dire, puisqu'il y a eu pas mal d'allers-retours sur ce qui était mis en place, ce qui a été décalé en termes de planning, et pour autant, c'est ce qu'on discutait au début, c'est qu'on doit se projeter, nous, sur des délais on renouvelle nos camions tous les 8 ans environ, donc il faut qu'on soit capable de se projeter, il faut aussi qu'on soit accompagné économiquement, parce que les camions, souvent d'énergie alternative, n'ont pas le même coût que nos camions thermiques. Donc en fait, on explore plusieurs pistes. Globalement, en fait, on commence à rentrer dans nos flottes de poids lourds des énergies alternatives qui répondent aux critères ZFE, donc critère 1, voire critère 0 pour les camions 100% électriques. Donc on intègre progressivement ces camions-là, donc du biocarburant, le B100 qu'on entend, qui est pas mal mis en avant actuellement. On teste également du HVO, de biocarburant de deuxième génération, pour voir un petit peu comment ça fonctionne et comment ça réagit sur nos flottes. Et bien sûr, on s'intéresse, parce qu'on sait que c'est quand même la trajectoire à l'avenir, sur les camions 100% électriques. Mais là, pour le coup, avec une équation économique qui est beaucoup plus difficile à atteindre. Et vous êtes aidé, vous pouvez... le document de France Urbaine nous disait que voilà, c'est très compliqué de trouver des aides. Les aides ne sont jamais suffisantes, elles arrivent en retard. Alors, il y a plusieurs types d'aides, effectivement. On a aussi des aides qui sont réservées des fois parfois aux plus petites entreprises. Et effectivement, dans notre cas, on ne peut pas y adhérer. À côté de ça, on a des projets ADEME qui reviennent effectivement régulièrement, où il faut monter un dossier pour espérer obtenir une forme d'aide sur l'achat ou la prise en location longue durée de certains véhicules. Et pour autant, il faut monter des dossiers, il faut être encore une fois capable de s'engager et en même temps adapter, et là je parle vraiment infrastructure, adapter aussi nos sites en termes de puissance électrique quand on parle des camions, parce que les aides sont données principalement pour les camions 100% électriques. Donc effectivement, on avance avec ces aides-là, mais pas toujours facile de s'y retrouver, et c'est du coup par coup. Et effectivement, ça ne colle pas toujours à nos plans de renouvellement, de verdissement de flotte. Il faut que ça se conjugue bien avec nos dates de fin de contrat. Donc ce n'est pas toujours évident à appréhender. Mais globalement, c'est un aiguillon intéressant pour vous, pour renouveler vos flottes, pour optimiser vos tournées, ou il y a vraiment tout à y perdre? Alors, économiquement, effectivement, on a aujourd'hui plus à y perdre qu'autre chose. À côté de ça, on a également, en tant qu'entreprise privée, une trajectoire bas carbone à aller respecter. On a des accords de Paris, on veut effectivement être en ligne avec ces accords de Paris. Donc en fait, en dehors de l'aspect économique qui est pour l'instant pas positif, très clairement, on se doit aussi de s'engager sur le verdissement de la flotte pour aller chercher nos objectifs côté pollution. Et là, pour le coup, il faut qu'on y aille et il faut qu'on avance. Donc effectivement, progressivement, on y va. Donc c'est aussi une opportunité d'y aller, parfois un peu sous la contrainte, mais en tout cas, on engage les actions dans ce sens-là. Et la concertation existe avec les élus partout où vous êtes implantés, vraiment?
Oui, en fait aujourd'hui on a deux modes de fonctionnement. On a un mode plutôt national où effectivement on va échanger avec Interlude, avec la CGF, les confédérations de grossistes de France. Et à côté de ça, nos succursales qui elles sont basées en région vont échanger avec les élus locaux, toujours dans le cadre aussi d'Interlude, pour effectivement être au courant des ZFE, des plannings et des éventuelles restrictions qui vont arriver. Merci. Y a-t-il des questions, mesdames, messieurs? Soyez pas timides, c'est la fin, vous inquiétez pas. Vous serez bientôt chez vous. Attention, la moindre mimique, j'arrive avec mon micro. Ah, il y a quelqu'un, où ça? Ah non, il y a un micro là-bas. Alors, mesdames, messieurs, vous êtes tous au fait des ZFE, vous êtes bien sûrs? Quelqu'un veut rajouter un mot? Monsieur Boncelet. Peut-être. Oui. Peut-être peut-on dire un mot aussi de ce Ouais. qui se passe à l'étranger, parce qu'on entend beaucoup dire qu'au niveau européen, il y a beaucoup de ZFE qui se déploient, que ça marche très bien, etc. C'était Stockholm la première en 96, je crois. Pardon? Stockholm la première en 96. Oui, et d'ailleurs, alors il y a un exemple qui nous semble intéressant de bonne pratique, c'est les Pays-Bas, parce qu'ils ont fait deux choses qu'on n'a pas réussi à faire pour l'instant à ce stade. C'est qu'ils ont inscrit le déploiement des ZFE dans une durée, sans changer de braquet, de délai, etc. C'est-à-dire que dès 2019, ils ont dit, à partir de 2030, vous aurez l'équivalent des ZFE, zéro émission. Et depuis 2019, ils s'y tiennent. Simplement, ils ont des concertations régulières et en permanence depuis 10 ans. Et là, ils se sont dit, finalement, 2030, ça va être compliqué d'avoir 100% de véhicules totalement décarbonés dans les ZFE. Et donc, on va faire en sorte que ce soit uniquement les nouvelles immatriculations à partir de 2030 qui soient zéro émission. Et donc, ils ont réussi à la fois à avoir un cap qui était défini, mais en même temps une concertation qui leur a permis d'ajuster ce cap. Donc ça nous semble être une solution intéressante. Et la deuxième des choses, c'est qu'ils ont prévu pour les collectivités locales qui déployaient l'équivalent des ZFE, 1 ou 2 schémas types. Donc c'est des vignettes violettes ou jaunes de mémoire, c'est des couleurs. Et quand vous choisissez votre vignette jaune, vous avez un schéma. Une vignette violette, vous avez un schéma. Et ensuite, tout le monde a le même schéma de dérogation, de restriction, de modalité de déploiement. Et donc, vous avez une lisibilité pour l'ensemble des acteurs économiques et privés qui fait que si vous savez que vous êtes en vignette jaune ou en vignette violette, bah, vous savez exactement vers où vous allez. Donc, ils ont réussi à la fois à s'inscrire dans la durée et en même temps donner une lisibilité dans les différents territoires. Et ça nous semble être des pratiques intéressantes. Et pourquoi eux ont réussi à faire ça? Une raison objective ou... Ça, je vais demander à mes collègues. Je ne connais pas bien les Pays-Bas. Non, mais peut-être cette culture de l'anticipation, c'est pas toujours simple pour un politique d'anticiper les choses. On gère souvent les crises les unes après les autres. Or, comme on se le disait, les acteurs économiques, ils ont besoin d'une visibilité, de délai d'investissement. Et donc, c'est le rôle qu'on a tous collectivement de prendre en compte cette réalité pour que les politiques publiques s'inscrivent dans une durée de manière un petit peu plus longue. Monsieur Lasserre, il y a des bons exemples étrangers de chartes logistiques, de pratiques, de dialogue, de concertation entre les acteurs économiques et les élus? Il y en a un peu partout, peut-être pas de façon aussi systématique que ce qu'on est en train d'entreprendre dans le cadre du programme Interlude, puisque je rappelle qu'au départ, il n'y avait que 5-6 EPCI qui s'étaient lancés dans des chartes, et encore, la concertation, parce que pour nous, concertation, c'est tous les secteurs d'activité sont présents, d'une part, et d'autre part, ils le sont à travers leur fédération professionnelle, pour que quand on finit par valider une charte, celui qui signe, qui dit « je m'engage », il le fait au nom de tout le monde. Et donc cette systématisation à la fois territoriale et dans la méthode, je ne suis pas certain qu'elle se retrouve partout. J'ai constaté qu'aux Pays-Bas, en tous les cas, c'était peut-être la configuration effectivement la plus proche. Sauf qu'après, il y a les particularités nationales. Les Pays-Bas doivent conjuguer deux réalités, une continuité urbaine dense et privilégier leur fonction de plateforme commerciale, de porte d'entrée et de sortie du continent européen. Donc ça crée des convergences d'intérêts qui peuvent expliquer beaucoup de choses. Nous sommes dans des logiques où il y a quand même des territoires très différents, des strates très différentes, mais justement, le programme Interlude, me semble-t-il, dans sa philosophie, c'est à la fois nourrir ce type d'approche, de pilotage, parce que c'est ça, concerter pour concerter, franchement,
ça ne sert strictement à rien, ça crée même de la désillusion. Mais quand on concerte avec un objectif à atteindre, que les règles du jeu soient transparentes et qu'il y ait derrière une évaluation au fur et à mesure, alors à ce moment-là, ça a un sens. Et peut-être qu'un programme comme celui-là, mais il aurait pu s'appeler autrement, porté par d'autres, peu importe, c'est la philosophie qui est le plus important, crée les conditions pour que finalement on arrive à conjuguer nos réalités géographiques, nos réalités territoriales, administratives, et puis cet objectif de mise en place des ZFE avec un horizon que je qualifierais de pertinent. Merci. Alors, toujours pas de questions. Vous allez vexer mes intervenants. Tant pis pour vous. Le mot de la fin, Monsieur Valère. Vous représentez l'État. Hein. Alors, je ne m'attendais pas au mot de la fin. Je vous laisse 1 minute, donc ça va aller. C'est vrai, c'est gentil. En fait, on est en train de construire ensemble une doctrine sur les marchandises. C'est-à-dire qu'on ne l'avait pas forcément bien intégré tous au démarrage. C'est-à-dire que dans nos villes, comprendre le transport des particuliers, c'était une évidence, c'était dans notre histoire. Si vous allez à Londres, par exemple, à Londres, eux, ils régulent beaucoup plus les marchandises. Ça fait partie de leur histoire. C'est vrai qu'aux Pays-Bas, si vous n'êtes pas commerçant, vous ne vous faites pas élire. Hein. Enfin, vous voyez, ce n'est pas tout à fait la même culture. Donc chez nous, on était finalement assez libéraux et nos collectivités sur les territoires, ils s'occupaient des personnes et finalement, ils ne faisaient que les règles du jeu, mais c'était la liberté de commercer qui arrangeait. Et donc là, aujourd'hui, quand on se pose la question de la régulation, eh ben, on est en friction et on s'aperçoit au fur et à mesure de l'histoire que finalement, ça ne se passe pas tout seul. Ce qu'on est en train de vivre, c'est le fait de se dire « Ah bah tiens, on ne se parlait pas et ça se faisait naturellement, dans le monde d'après, il va falloir apprendre à parler ensemble. » Et c'est ça qu'on est en train de faire. Donc on peut toujours crier sur nos prédécesseurs, tiens, ils auraient dû faire ça quand ils ont inventé les ZFE, mais on s'aperçoit en marchant qu'on a progressé ensemble. Donc ce qu'on est en train de faire, c'est progressivement d'inventer la ZFE marchandise à côté de la ZFE des voyageurs. Et avec une qualité de l'air qui, sur certains paramètres, s'améliore, notamment sur les dioxydes d'azote. Pour le reste, c'est un peu plus compliqué. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention. Il reste un débat et ensuite, vous pourrez aller vous coucher, ce que je ne vais pas tarder à aller faire. Merci encore. À bientôt.